Et donc là, je vais vous présenter les travaux que j'ai faits sur les données de l'étude ICAR, donc qui est une étude qui a été menée par Daniel Luce et Isabelle Stucker. Et les analyses ont été faites par Geneviève Franck. Et donc on va s'intéresser au mécanisme des inégalités sociales d'incidence des cancers respiratoires. Et là, je vais vous parler du cancer du poumon. Donc, quelques mots d'introduction. Alors, le cancer du poumon, c'est un cancer pour lequel on a des très fortes inégalités sociales d'incidence, c'est-à-dire que c'est un cancer pour lequel l'incidence est beaucoup plus élevée parmi les gens qui ont une situation sociale défavorisée. Et c'est vraiment quelque chose qu'on observe partout dans les pays développés. Et donc, les mécanismes à l'origine de ces inégalités, bien évidemment, le premier auquel on pense, c'est le tabac, qui est un facteur de risque majeur du cancer du poumon, et qui par ailleurs est beaucoup plus prévalent parmi les personnes, les hommes qui sont défavorisés. Mais il y a de la littérature qui s'est déjà intéressée à la question et qui a montré que même lorsqu'on prenait en compte ces consommations, il restait des inégalités sociales résiduelles. Donc on pense à un deuxième médiateur possible, et dans le cas du cancer du poumon, le deuxième grand groupe de médiateurs auquel on pense, c'est les expositions professionnelles, qui sont elles aussi pour un certain nombre des facteurs de risque reconnus du cancer et qui sont plus prévalentes dans les groupes socio-économiques les plus défavorisés. Mais il y a très peu d'études qui se sont intéressées à la question du rôle de ces facteurs en tant que médiateurs des inégalités sociales. Elles ont suggéré un effet, mais très souvent la mesure des expositions professionnelles était très imprécise parce que c'est compliqué de mesurer ces expositions et elles sont bien mesurées quand on utilise des données qui se sont vraiment intéressées à cette question, mais la plupart du temps, les études sur les inégalités sociales dans ce domaine-là ont approché ces expositions professionnelles avec une mesure indirecte. Par ailleurs, dans les études qui avaient été publiées, donc outre le fait qu'il y avait peu d'études, les analyses avaient été faites jusqu'à maintenant avec l'analyse classique. Donc on fait un modèle, on regarde juste l'association entre notre facteur socio-économique et le cancer du poumon, et ensuite on compare nos estimations avec un modèle où on a notre association ajustée sur un certain nombre de facteurs de risque. Et ces modèles-là, alors déjà ils sont possiblement biaisés, comme elle a expliqué lors de la première présentation. Mais dans le cas du cancer du poumon, en fait, c'est pas vraiment le cas parce qu'il n'y a pas d'interactions qui ne sont pas prises en compte. Mais par contre, on ne peut pas estimer, elles permettent d'estimer la diminution, enfin, l'effet direct qui reste après avoir pris en compte les médiateurs. Mais par contre, elles ne permettent pas d'estimer spécifiquement les effets médiés par chaque médiateur. Et enfin, souvent, ces études avaient regardé le statut socio-économique en 2 classes, et c'est quand même assez grossier, puisque ça compare 2 classes qui sont très hétérogènes entre elles. Donc le but de cette étude, c'était d'approcher cette question en utilisant les modèles de médiation pour essayer, grâce à ces méthodes nouvelles, de répondre à cette question avec une approche complémentaire, puisque ça va nous permettre à la fois de mesurer les effets directs et indirects, de tenir compte à la fois du tabac et des expositions professionnelles, et d'avoir une mesure de notre statut socio-économique qui va être plus précise que juste 2 classes. Donc plus précisément comme médiateur, on a regardé donc le tabac et les expositions professionnelles aux 3 principaux, enfin en tout cas aux 3 cancérogènes qui sont associés aux fractions attribuables les plus élevées pour le cancer du poumon, donc ceux qui sont pourvoyeurs de plus de 4 cancers du poumon, c'est l'amiante, la silice et les fumées de diesel. Et on s'est limité aux hommes parce que, en fait, ces expositions professionnelles sont beaucoup plus prévalentes chez les hommes que chez les femmes. Et par ailleurs, bon, je ne vais pas vous en parler ici, mais l'association entre consommation de tabac et situation sociale est quelque chose qui varie beaucoup au cours du temps et qui varie aussi beaucoup suivant le sexe. Et autant chez les hommes, voilà, c'est stable, on a une consommation plus élevée chez les hommes les plus défavorisés. Autant chez les femmes, il y a eu beaucoup d'évolutions au cours du temps qui auraient nécessité de faire une approche spécifique. Donc là, on a juste fait les hommes. Donc quelques mots sur les données. Donc l'étude cas témoin écart, c'est une étude cas témoin. Donc ça va nous poser, je vous en parlerai un peu après, on a des problèmes spécifiques dans les méthodes qu'on utilise. Donc qui a inclus des cas de cancer du poumon, mais aussi des cas de cancer des voies aérodigestives supérieures, qui ne vont pas être analysés ici. Et donc on avait à peu près 3000 cas de cancer du poumon et 3550 témoins qui ont été sélectionnés aléatoirement dans les départements dans lesquels ont été sélectionnés les cas, c'est-à-dire des départements pour lesquels on a un registre des cancers,
et avec stratification sur l'âge et le sexe par rapport au cas. Et donc nous, on s'est restreint aux hommes, c'est-à-dire qu'on avait presque 2004 cancers et 2650 témoins. Donc quelques mots sur les variables d'intérêt, et c'est important de passer un petit mot, enfin de bien décrire les variables d'intérêt, parce qu'en fait, les variables d'intérêt qu'on a vont nous orienter sur les méthodes qu'on va pouvoir utiliser, parce qu'il y a certaines méthodes qui ne peuvent pas être utilisées avec certaines variables. Dans la présentation de Johanna, par exemple, ou je ne sais plus, oui, je crois que c'est Johanna, si le médiateur est continu ou si le médiateur est en classe, par exemple, voilà, certaines méthodes vont marcher avec un médiateur continu et pas forcément avec un médiateur en classe. Sachant que ce que je vous dis là, en plus, le choix de notre méthode s'est basé sur la situation, l'état de l'art, il y a à peu près 2 ans, quand on a fait les analyses. Mais c'est vraiment un monde qui est en pleine effervescence. Il y a des papiers qui sortent très très régulièrement et qui améliorent les possibilités techniques. Donc des choses qui n'étaient pas possibles il y a 3 ans sont possibles aujourd'hui, et des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui seront très certainement possibles dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc concernant le niveau d'études, on l'a catégorisé en 4 classes. Donc avec les certificats d'études primaires, donc les niveaux d'études primaires. Ensuite avec des études professionnelles, CAP, BEP. Ensuite les gens qui ont été au bac. Et enfin les niveaux d'études supérieures. Concernant la consommation de tabac, alors pour le cancer du poumon, on a la chance c'est Karen Leffondré, donc une chercheure qui est maintenant à Bordeaux, qui a développé un indice qui permet de modéliser la consommation de tabac avec un seul indice continu, et qu'elle a développé spécifiquement pour le risque de cancer du poumon. Et donc cet indice permet de modéliser la consommation de tabac pour le cancer du poumon en prenant en compte à la fois la quantité de cigarettes fumées, la durée depuis l'arrêt et la durée totale de tabagisme. On a pris en compte ensuite l'exposition professionnelle cumulée à l'amiante et à la silice, et alors on a dû les prendre en compte de façon combinée. Là ça a été ça a été un choix qui a été forcé par les hypothèses de nos modèles, c'est-à-dire que comme on voulait faire de la médiation multiple, on voulait avoir les effets indirects qui passaient par chaque médiateur. Et la méthode qu'on a sélectionnée impose que les médiateurs soient indépendants entre eux, une fois qu'on a pris en compte l'exposition. Or, ce n'est pas du tout le cas entre l'exposition à l'amiante et à la silice. Pourquoi? Parce que par construction, en fait, les gens qui sont exposés à la silice sont aussi exposés à l'amiante. Donc on a construit une variable combinée, on avait nos individus qui sont non exposés. Les fortement exposés, c'était s'ils étaient fortement exposés à un des deux, et le groupe intermédiaire, c'était le reste. Et on a vérifié avec des analyses que cette modélisation permettait bien de prendre en compte la forme de la relation entre exposition à ces substances et risque de cancer du poumon. On a pris ensuite en compte l'exposition professionnelle au diesel, c'était déclaratif oui-non. C'est les individus qui déclaraient s'ils avaient ou non été exposés aux fumées de diesel, alors que ces 2 expositions-là ont été évaluées sur la base de matrice emploi-exposition, c'est-à-dire que pour chaque individu, on avait tout son historique professionnel, on savait exactement tous les emplois qu'il avait fait, les dates, le type d'emploi et le secteur d'activité. Et donc à partir de ces informations, les matrices emploi-exposition sont des gros tableurs qui, pour chaque combinaison de période, d'emploi et de secteur d'activité, vont donner un indice d'exposition à différentes substances. Et nous, on avait des informations pour l'amiante et pour la silice. Donc on avait aussi la catégorie socio-professionnelle, la plus longtemps exercée. Donc là, c'est la classification de l'INSEE. Le nombre d'emplois exercés, l'âge et le département. Le département, sachant que les cas ont été sélectionnés dans 10 départements couverts par un registre du cancer. Donc voilà notre modèle de médiation, donc ça reprend exactement ce qui a été dit avant. Donc on a l'exposition, l'événement et les médiateurs. Et ce que disait Johanna tout à l'heure, c'est qu'il y a des modèles qui permettent de prendre en compte plusieurs médiateurs en même temps, mais qui vont donner une seule estimation. Et nous, ce n'était pas ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'était des modèles qui allaient nous donner ce qui passe par le tabac, ce
ce qui passe ensuite par l'amiante et la silice, et ce qui passe par le diesel. L'ordre dans lequel on a rentré nos facteurs nos médiateurs, pour le cancer du poumon, en fait, ça ne se discute pas vraiment parce que le tabagisme est vraiment le facteur de risque majeur de la maladie. Il n'y a pas beaucoup de maladies qui ont un facteur de risque avec une fraction attribuable autour de 90%. Donc ça nous semblait évident qu'il fallait commencer par prendre en compte le médiateur qui était vraiment le facteur de risque majeur. Et donc ensuite, on a pris en compte l'amiante et la silice qui est un facteur de risque plus important que le diesel. C'est comme ça qu'on a ordonné l'ordre dans lequel on a rentré nos facteurs dans le modèle. Donc, ces modèles reposent sur des hypothèses. Les hypothèses ont été déjà présentées, donc c'est toujours les mêmes, qui sont évidemment des hypothèses assez fortes. Alors, il n'y a pas de relation statistique entre les différents médiateurs, on l'a vérifié, et c'est justement pour ça qu'on a été obligé de prendre en compte de façon combinée l'exposition à la silice et à l'amiante. Pour les facteurs de confusion, alors on a vérifié ce qu'on a pu. Dans les données d'ICAR, on n'avait pas forcément des informations sur énormément de facteurs de confusion potentiels. Ce qu'il faut savoir, je pense, ce qui nous sauve, ou ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que l'étiologie du cancer du poumon est quand même très particulière, avec pas énormément de facteurs de risque, ou en tout cas quelques facteurs de risque vraiment majeurs qui écrasent un peu tout le reste. Et une fois qu'on les a pris en compte, je ne dis pas qu'il ne reste pas un peu de confusion résiduelle, mais c'est probablement beaucoup moins un problème que pour d'autres événements de santé qui sont beaucoup plus multifactoriels. Et donc la méthode qu'on a prise, alors c'est une qui est développée par Lange. Donc en 2012, il a fait un papier en 2012 pour la médiation simple et un papier en 2013 pour la médiation multiple. Et alors, pourquoi on a pris celle-là? Parce qu'elle nous permettait de répondre à toutes nos questions, c'est-à-dire qu'elle nous permettait d'avoir une exposition en 4 classes et pas une exposition binaire, parce que beaucoup de papiers ne permettent que de prendre en compte une exposition binaire. Elle permettait de prendre en compte des médiateurs multiples et on pouvait s'adapter, enfin elle permettait de prendre en compte le design cas témoin. Alors le design cas témoin, pourquoi il faut le prendre en compte? C'est parce que dans ces méthodes, quelles que soient les méthodes, moi je ne vous ai pas remis de formule, mais Johanna avait mis des formules et on voyait qu'il y avait une première formule où on modélisait l'outcome et ensuite une deuxième où on modélisait le médiateur. Et on voit bien que ici, il faut aussi passer par un modèle qui va modéliser l'outcome et un modèle qui va modéliser le médiateur. Et dans une étude cas témoin, le médiateur, eh bien, la distribution du médiateur est complètement biaisée puisque par construction, il y a à peu près la moitié de nos individus qui sont des cas, et or les cas sont très fortement... la prévalence du médiateur est beaucoup plus importante chez les cas que chez les témoins puisque c'est un facteur de risque de la maladie. Et donc quand on modélise notre médiateur, il faut bien entendu prendre en compte ce design, sinon on a une information qui est complètement biaisée. Donc une des possibilités, c'est de faire l'estimation uniquement chez les témoins. Le problème de cette option, c'est que parfois les méthodes impliquent de faire des prédictions pour tous les individus. Or, si on a fait notre modèle que chez les témoins, on aura des informations chez les témoins mais pas chez les cas. Et donc l'autre possibilité qui est aussi proposée donc, dans le papier de Van der Wiel, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, c'est en fait c'est de pondérer les données. Donc pour les cas, pour les témoins, il y a une pondération, je ne me souviens plus de tête, mais qui en gros permet de prendre en compte la taille de l'étude. Et pour les cas, il y a une pondération qui en fait rapporte les cas au niveau d'incidence dans la population générale d'où est issue l'étude. Et moi, quand j'ai fait mes analyses, j'ai testé en faisant l'approche que chez les témoins et en faisant l'approche avec les pondérations, et on trouve en effet des résultats qui sont très très proches, quasiment identiques. Et donc ces méthodes-là de Lange, elles passent par, contrairement aux approches précédentes qui passaient par une multiplication de facteurs, celle-là, elle passe par des prédictions. Donc on fait un modèle sur le Y, on fait un modèle sur les médiateurs, et ensuite on calcule des poids avec les inverse probability weighting, et on applique ces poids dans un modèle final pour avoir nos effets directs et nos effets indirects. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail technique statistique parce que je pense que de toute façon, je ne vous l'expliquerai pas de façon complètement optimale, mais vraiment, c'est bien expliqué dans toutes les publications. Et je ne vous ai pas non plus mis de code, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces deux publications-là,
Donc il y a le papier qui dure 5 pages et chacune a un appendice d'une vingtaine de pages qui présente vraiment une application concrète avec tout le code. Pour un appendice, je crois que c'est en Stata et en R, et pour l'autre appendice, c'est en Stata et en SAS. Donc on a vraiment possibilité d'avoir les codes à utiliser en retournant au papier source. Donc voilà les résultats. Donc là, je vous ai juste mis la distribution. Donc par niveau d'études, on voit de nos 3 médiateurs. Donc on voit ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités sociales de tabagisme. L'indice CSI, plus il est élevé, plus la consommation de tabac est importante, et donc on voit bien que cet indice diminue à mesure que le niveau d'études augmente. Alors même que si on regarde juste le taux de non-fumeurs, c'est moins clair. Il y a juste les supérieurs au bac qui fument moins, un peu moins. Mais en fait, la grande différence ici, sur les CSI, c'est la quantité fumée et la durée de tabagisme. Concernant l'exposition à nos cancérogènes, donc pour le premier, on voit là aussi une forte gradation avec une exposition nulle chez uniquement 27-28% des 2 groupes les plus faibles, alors qu'il y a les 2 tiers des personnes ayant un niveau d'études supérieur au bac qui ne sont pas exposées. Et au contraire, une très forte différence, surtout chez les expositions très élevées, puisqu'on a là encore autour de 25% dans ces groupes et uniquement 5% dans le groupe le plus diplômé. Et on voit la même tendance pour l'exposition au diesel. Donc là, je vous remets juste les associations, donc surtout pour avoir cette association ici qui est en fait notre effet total. Donc c'est l'effet qu'on cherche à décomposer, donc c'est l'association qui existe entre le niveau d'études et le risque de développer un cancer du poumon chez les hommes. Et donc on retrouve, comme attendu, un très beau gradient avec un risque qui augmente à mesure que le niveau d'études diminue et qui est presque 4 fois plus élevé chez les hommes qui ont juste un niveau d'études primaires, 2,3 fois plus élevé quand ils ont fait des études professionnelles, 1,6 fois plus élevé quand ils ont un diplôme égal au bac. On a évidemment une très forte association avec le tabac, mais aussi une association importante avec l'amiante, la silice et une association plus faible avec le diesel. Donc là, on retrouve bien dans nos données ICAR tout ce qu'on connaît de la littérature. Donc voici maintenant les résultats de la médiation proprement dit. Donc sur le premier modèle, je vous ai mis l'effet... Oups, ah mince, ça c'était pas prévu. L'effet total. Donc en fait, en bleu, c'est disons notre modèle brut, uniquement ajusté sur les facteurs de confusion, l'âge, le département, le nombre d'emplois. C'est celui que je viens de vous présenter. Et en rouge, c'est celui de notre modèle final. Donc c'est l'effet direct qu'il reste une fois qu'on a pris en compte les 3 médiateurs dont je vous ai parlé. Et donc on voit une très très forte diminution de ces inégalités sociales. Mais on remarque quand même qu'il y a un surrisque important qui demeure à la fois chez les hommes qui ont un niveau d'études primaires et chez ceux qui ont un niveau d'études CAP, BEP, alors même que chez ceux qui ont un niveau d'études égal au baccalauréat, la prise en compte de ces médiateurs a permis de faire disparaître l'ensemble des inégalités sociales. Et donc, pour moi, en tout cas dans cette analyse, le grand ajout de ces analyses, c'est que ça m'a permis d'avoir des effets indirects par niveau d'études et par médiateur. Donc je vous les ai représentés ici. Donc on a les 3 médiateurs toujours, et les 3 niveaux d'études, la référence étant toujours les supérieurs au bac. Donc en violet les primaires, en bleu les CAP, BEP et en orange les bacs. Donc la première chose, si on regarde le niveau général pour chacun des 3, on voit que l'effet médié est plus important pour le tabac que pour l'amiante et la silice, et qu'il est beaucoup plus important pour l'amiante et la silice que pour les fumées de diesel, et ça quel que soit le niveau d'études. Si on regarde maintenant au sein de chaque médiateur, eh bien on voit que l'effet médié est plus important pour les niveaux d'études les plus faibles que pour les niveaux d'études plus élevés. Pour le bac, et ça nous a quand même un peu étonné pour le tabac, l'effet indirect est non significatif, probablement parce qu'on a une énorme variabilité dans les consommations de tabac entre les individus. Et
Et là, on a les intervalles de confiance sont larges, mais on a une diminution graduelle. Au contraire, pour l'amiante et la silice, on a l'impression d'avoir un effet important pour les deux niveaux d'études les plus faibles, et au contraire, un effet indirect quand même relativement faible pour les niveaux d'études égales au baccalauréat. Et alors, pour les fumées diesel, tout est significatif, mais c'est vraiment des effets indirects qui sont très très faibles. Et alors là, je ne vous ai pas dit, mais on n'est pas sur un plus, on était sous SAS, et sous SAS, le bootstrap, ça marche beaucoup mieux. Donc là, on a pu faire des intervalles de confiance par bootstrap qui n'ont pas pris des centaines d'heures. Ce qu'on peut calculer aussi, ce qui a été évoqué dans une présentation précédente, c'est non seulement on a la valeur de l'effet indirect, mais on peut calculer la part que cet effet indirect représente par rapport à l'effet total, ou la part de l'effet médié. Et c'est ce que je vous ai mis ici avec les pourcentages. Et pourquoi c'est intéressant de regarder ça? Parce que si on regarde les pourcentages ici, par exemple pour le tabac, alors même que l'effet indirect est plus faible, et quand même très sensiblement plus faible pour les niveaux bac que pour les niveaux primaires, et bien par contre, en part de ce qui représente de l'effet total, il représente une part plus importante pour le niveau bac que pour les niveaux d'études plus faibles. Et c'est par contre pas le cas du tout pour l'exposition à l'amiante et à la silice. Mais on voit que ces expositions professionnelles ici, qui sont donc très rarement prises en compte, ou en tout cas pas prises en compte de façon précise dans les analyses, on voit ici que si on les prend en compte de façon précise, eh bien c'est quand même 15 à 20% de l'effet total, donc de l'association totale entre niveau d'études et cancer du poumon, qui serait médié par ces expositions. Alors quelques mots de discussion pour terminer. Donc, si on concerne le tabac, donc je vous ai remis juste les dessins ici pour que vous l'ayez bien en tête. Donc on voit que c'est un rôle partiel dans les inégalités sociales. Donc nos analyses confirment ce que montrent les études. Parce que là, je vous ai présenté l'effet direct qui restait une fois qu'on avait pris en compte tous les facteurs. Mais on a aussi calculé l'effet direct qui restait quand on prenait en compte que le tabac. Et bien évidemment, cet effet direct est quand même substantiel. Donc c'est un rôle partiel et c'est un rôle qui est plus important chez les diplômes en termes absolus. L'effet indirect est plus élevé chez les niveaux d'études faibles que chez les niveaux d'études plus élevés. Ce qui est logique puisqu'on sait que ces niveaux d'études-là, ils consomment plus de tabac. Donc on s'attendait bien évidemment à avoir un effet indirect plus élevé dans les groupes qui consomment plus de tabac. Mais par contre, l'effet est quand même non négligeable dans des niveaux d'études égaux au baccalauréat, qui sont quand même des niveaux d'études qu'on ne peut pas qualifier de faibles. Et encore moins dans la cohorte à laquelle on s'intéresse, qui est quand même des gens qui avaient autour de 60 ans en 2005, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le contexte actuel où 80% d'une population d'une classe d'âge va au baccalauréat. Moi, je n'ai pas pu prendre en compte les bac plus 2 et les bac plus 5. Ma catégorie de référence était supérieure au bac parce que j'avais pas assez de monde, mais c'est bien évident qu'on a très probablement une différence et que si on pouvait raffiner, eh bien, on verrait encore un effet. Voilà, ces gens-là seraient très probablement chez les hommes les plus favorisés et ces bac plus 2 seraient intermédiaires entre les bac plus 5 et les bacs. L'effet médié par le tabac, il peut quand même sembler faible quand on sait que le cancer du poumon, c'est une pathologie pour laquelle le tabac, c'est un facteur de risque qui écrase vraiment tout le reste. Mais ce qu'on regarde quand on regarde les inégalités sociales, évidemment, il faut que nos médiateurs, ce soient des facteurs de risque de la maladie. Sinon, en tout cas, quand on parle d'inégalité sociale, je pense que c'est vraiment très important que les médiateurs soient des facteurs de risque, qu'on n'ait aucune ambiguïté sur la flèche entre médiateur et maladie. Mais on ne regarde pas que ça, il faut aussi que l'exposition aux facteurs de risque, elle diffère suivant la situation sociale des individus. Si on a un facteur de risque majeur, mais qui est présent dans 100% des personnes, évidemment que ça ne va pas contribuer aux inégalités sociales. Et aussi étonnant que ça peut paraître, eh bien, le fait que l'effet médié par le tabac soit quand même, somme toute, assez faible, et soit beaucoup plus faible dans des données françaises que ce qu'on observerait en Angleterre, eh bien, c'est parce que les inégalités sociales de consommation de tabac en France sont encore beaucoup plus faibles que ce qu'on observe en Angleterre ou dans les pays nordiques. Elles sont en cours d'augmentation, elles augmentent très très vite. Dans les cohortes les plus jeunes, elles sont beaucoup plus élevées que dans les cohortes plus âgées. Mais c'est cela qui explique pourquoi l'effet médié chez nous
est relativement faible par rapport à l'effet total. Et c'est évident qu'on va avoir une augmentation importante dans les années à venir et que si on refaisait la même étude dans 20 ans, on aurait des résultats qui seraient pour le tabac complètement différents. Si maintenant on passe aux expositions professionnelles, donc un résultat vraiment intéressant de ces études, c'est le fait qu'on a vraiment deux groupes, donc un groupe de niveau d'études primaires, mais aussi CAP, BEP. Et dans ces populations, il y a beaucoup de gens en primaire, mais il y a aussi une grosse partie des gens en CAP et BEP. Et les gens qui avaient un diplôme CAP BEP, même si c'est un diplôme qui peut vraiment sembler faible aujourd'hui, c'est quand même des gens qui ont eu des perspectives de carrière pas du tout bouchées. Eh bien, c'est voilà, deux groupes dans lesquels on a une contribution à la fois importante et à la fois similaire, alors qu'au contraire, les gens qui ont un niveau d'études égal au bac ont une contribution très très modeste, voire même, je ne vous l'ai pas présenté ici, mais l'effet direct qui nous restait quand on prenait en compte que le tabac, ça devenait déjà non significatif pour les diplômes égal au baccalauréat. Donc voilà, pour eux, on pourrait même dire que bon, on a un effet direct un peu significatif ici, mais déjà le tabac expliquait la très grosse majorité des inégalités sociales. Et en fait, pourquoi probablement on a ces résultats? Parce que les expositions professionnelles sont concentrées dans certains emplois. Et en tout cas, en France, elles sont vraiment concentrées uniquement chez les ouvriers et chez les artisans. Et historiquement, les gens qui faisaient ce genre de profession avaient probablement très peu un diplôme égal au baccalauréat. Et pour finir, je veux juste dire quelques mots sur les inégalités résiduelles. Donc voilà, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on a oublié? Alors, on a oublié possiblement d'autres facteurs de risque qui pourraient aussi être des médiateurs, à savoir l'indice de masse corporelle, l'alimentation, l'activité physique ou la pollution atmosphérique. Je ne suis pas certaine que ces facteurs de risque expliqueraient vraiment grand-chose quand on voit déjà que l'exposition au diesel, qui est pourtant associée à un risque de 1,4, je crois si je me souviens bien, a un effet médié qui est très très faible. L'association entre IMC, cancer du poumon, alimentation et cancer du poumon, ou activité physique et cancer du poumon, est aussi assez faible en intensité. Et les inégalités sociales observées pour la distribution de ces facteurs de risque ne me semblent pas être tellement plus marquées que celles qu'on observe pour le diesel. Pour ce qui est de la pollution atmosphérique, c'est vraiment, là c'est compliqué. Bon, déjà il y a des gros problèmes de mesure. Et ensuite, c'est lié à la zone dans laquelle on habite et c'est pas lié à sa situation sociale individuelle. Et il y a quelques études en France qui ont regardé le lien entre situation socio-économique et pollution atmosphérique et on voit que c'est très contexte dépendant. C'est-à-dire que si on prend juste par exemple l'exemple d'une ville comme Paris, eh bien les gens à Paris qui sont soumis aux pollutions atmosphériques les plus élevées, c'est ceux qui résident dans le centre de Paris, qui sont les populations les plus riches et les plus aisées de très loin. Donc voilà, l'association entre pollution atmosphérique et situation socio-économique, c'est vraiment complexe. Non, j'ai pas fini. Est-ce que j'ai dépassé la dernière? Donc il y a le fait qu'on n'a pas pris en compte probablement toutes les expositions professionnelles. On s'est concentré là sur les trois qui sont quand même celles qui sont associées au plus de cas de cancer du poumon professionnel, mais il y en a d'autres. Mais le problème c'est que nous, soit on n'avait pas l'information dans nos données, soit pour certaines elles sont, comment dire, le CIRC classe les expositions professionnelles comme cancérogènes avérés, cancérogènes probables et cancérogènes possibles. Et il y en a un certain nombre qui sont possibles ou probables, mais là on s'est limité aussi aux cancérogènes avérés pour avoir, comme je vous ai dit dans ce modèle, dans notre modèle de médiation, pour être sûr de la causalité de la flèche entre médiateur et cancer du poumon. Et enfin, il existe très certainement une confusion résiduelle, bon, par le tabac et aussi pour les expositions professionnelles, et cette confusion résiduelle est probablement plus importante chez les moins diplômés, à la fois parce qu'ils ont eu les consommations de tabac les plus longues, les plus élevées, et peut-être parce que des biais de mémoire ou des erreurs de mémoire pourraient être plus importantes dans ces groupes. Alors, pour prendre en compte... je vais vous montrer tout de suite, ces possibles biais de mémoire. On a fait des analyses de sensibilité. Alors les analyses de sensibilité qu'on a faites, on les a faites
Alors peut-être que les articles avaient déjà été publiés sur le sujet, en tout cas moi je ne les avais pas lus, donc on a fait à l'ancienne, mais c'est pas du tout ce qui est recommandé, en tout cas quand on a parlé plutôt dans l'après-midi d'analyse de sensibilité, c'est vraiment des méthodes spécifiques et qui sont développées. Nous on a vraiment fait juste en changeant dans nos données de consommation, en disant par exemple pour le tabac, on s'est dit si les gens ils ont sous-estimé leur consommation, ben on a augmenté la consommation de tabac pour 15% des individus qui étaient fumeurs ou ex-fumeurs, en se disant que bon, ceux qui étaient non-fumeurs, a priori, ils s'en étaient bien souvenus, ou alors c'est que vraiment ils avaient fumé très très peu, et en prenant une autre valeur dans les données. Et ensuite, dans un second temps, on a aussi introduit une erreur de classement sur les expositions professionnelles, en augmentant les expositions professionnelles, en passant à la catégorie immédiatement supérieure, pour 5% des individus. C'est-à-dire que pour le diesel, s'ils n'étaient pas exposés, ils sont passés en exposés. Donc s'ils étaient déjà exposés, ils n'ont pas changé. Et pour l'amiante, s'ils n'étaient pas exposés, ils sont passés en un petit peu exposés. Et s'ils étaient un petit peu exposés, ils sont passés en beaucoup exposés. Et qu'est-ce que ça nous donne? Donc là, je vous ai remis les résultats pour le tabac et l'amiante et la silice. Parce que voilà, le diesel, les effets indirects sont de toute façon très très faibles. Et à gauche, vous avez le modèle initial. Et à droite, le modèle avec les analyses de sensibilité. Et de même pour l'amiante et la silice. Et on voit, voilà, en particulier pour le tabac, que la prise en compte de possibles erreurs de classement réduit nos effets indirects, ce à quoi on pouvait s'attendre, mais que les effets indirects demeurent importants et qu'en tout cas, ça ne change pas les conclusions principales de l'étude. Ce qui était aussi intéressant de noter, c'est qu'on a fait dans un premier temps juste une erreur de classement sur le tabac et pas sur les expositions professionnelles, et ensuite sur tabac et exposition professionnelle, et que quand on rentre une erreur de classement possible sur les expositions professionnelles, ça ne change pas du tout les estimations que l'on avait pour le tabac. Je ne sais pas si je suis très claire, mais disons que qu'on se trompe ou non pour les expositions professionnelles, ça ne change pas du tout les estimations que l'on obtient pour les effets indirects pour le tabac. Nos médiateurs sont bien indépendants. Donc juste quelques mots, donc c'est une étude avec un nombre quand même de sujets très important, un taux de réponse élevé. Pour les méthodes, c'est toujours le problème, alors on a vérifié les hypothèses comme on pouvait, on ne peut jamais tout vérifier de toute façon. Ce que l'on a fait aussi, et ce qui est à mon avis souhaitable dans la mesure du possible, c'est qu'on a aussi testé plusieurs méthodes, et en particulier pour le tabac, puisque c'était le premier médiateur et donc un médiateur simple, on a testé cette méthode-là, on a comparé par rapport à Baron et Kenny. On a testé aussi plusieurs façons de modéliser et on obtenait vraiment les mêmes résultats, quelle que soit la méthode utilisée. Et pourquoi on a testé plusieurs façons de modéliser? Parce que dans la méthode qu'on a utilisée, ils disent que c'est bien adapté si on a un médiateur en classe, mais que ça peut poser des problèmes si on a un médiateur continu, parce qu'on peut avoir des problèmes de stabilité dans les poids. Et donc c'est pour ça que pour notre tabac qui était une variable continue, on a regardé si on la rentrait en continu, si on la rentrait en 4 classes, en 8 classes, et on avait vraiment des résultats très stables qui nous ont réconfortés, ou en tout cas, on s'est dit, c'est bon, en le rentrant en continu, on ne fait pas d'erreur et les estimations qu'on obtient sont correctes. Et enfin, donc, pour le problème de la sous-déclaration, c'est inévitable, c'est très probable qu'elle ait observé sur nos données, c'est du rétrospectif puisque le cas témoin, ils sont interrogés à un moment et on reconstruit leur historique de tabac et on reconstruit leur historique professionnel. Mais on a comparé comme on pouvait, c'est-à-dire qu'on a regardé la proportion de non-fumeurs qu'on avait dans nos données et qu'on avait en France sur la même période, et on est vraiment très proche chez les hommes. Et on a regardé en ce qui concerne les expositions professionnelles. Alors, là, on est un petit peu plus rassuré. Autant les possibles problèmes de déclaration de tabac, elles peuvent varier suivant le statut socio-économique des personnes. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit peut-être qu'elles sont plus importantes chez les niveaux d'études faibles. On peut aussi imaginer qu'elles sont plus importantes chez les niveaux d'études élevés parce qu'ils savent que fumer, c'est pas bien et donc ils vont plus sous-déclarer leur consommation en s'imaginant qu'il ne faut pas répondre qu'on a fumé parce que c'est pas ce que les gens attendent. Donc c'est assez difficile de savoir dans quel sens ça va. Pour les expositions professionnelles, comme on a demandé aux individus de rapporter leur historique professionnel et qu'ensuite on a appliqué une matrice,
On a possiblement des problèmes de classification, mais au moins ils sont non différentiels, à la fois sur le statut cas témoin et à la fois sur la situation socio-économique des personnes. Par ailleurs, ces matrices emploi-exposition, elles sont quand même connues pour être de très bons estimateurs de l'exposition professionnelle des individus. Et là aussi, on a pu comparer, donc pour l'amiante, nous on avait presque 24% de nos témoins qui étaient exposés à l'amiante, et des données françaises sur la même période obtenaient un chiffre très légèrement plus élevé, mais quand même relativement proche. Et pour l'exposition à la silice, alors c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas de données pour la France, que dans la littérature, je vous ai mis, c'est quand même, les estimations de prévalence sont quand même très fluctuantes suivant les études, mais c'est de 6 à 20%, et nous on avait 13% de nos témoins qui étaient exposés. Donc voilà, on peut penser qu'en tout cas ce qu'on avait c'était de bonne qualité. Donc voilà, pour terminer, juste nos résultats ont confirmé que la littérature savait déjà. Donc le tabac n'était qu'une explication partielle des inégalités sociales pour le cancer du poumon. Mais donc l'ajout, c'était de montrer que les mécanismes ils différaient par niveau d'études, avec le tabac qui jouait dans tous les groupes et les expositions professionnelles qui étaient concentrées chez les gens qui avaient un niveau d'études inférieur au bac, et que l'effet résiduel que l'on observait était uniquement chez les moins diplômés. Et chez les moins diplômés, c'est important de souligner que la contribution des expositions professionnelles aux inégalités sociales est quasiment similaire à celle du tabac, ce qui veut dire que quand on s'intéresse aux inégalités sociales, c'est important de tenir compte d'autres facteurs que juste des facteurs de comportement de santé, et que les conditions de travail sont souvent le parent pauvre, mais pourtant c'est un contributeur vraiment important. Et je vous ai juste mis les références. Alors ça c'est la publication qu'on a fait, donc tout ce que je vous ai présenté c'est dans l'article. Donc ça c'est l'étude qui explique comment prendre en compte le design cas témoin, et ça c'est les deux articles qui présentent la méthode qu'on a utilisée, avec, comme je vous dis, vraiment tout le code est disponible, mais alors je ne dirais pas dans toutes les études, j'en sais rien, mais dans beaucoup de papiers qui sortent récemment sur le domaine de la médiation, il y a vraiment un effort didactique qui est fait. Alors l'article, Johanna disait ça se lit bien, moi je trouve que c'est quand même stat, faut quand même, voilà, c'est pas si facile, mais par contre très souvent ils mettent les codes à la fin, et donc ça aide vraiment déjà à comprendre la méthode quand on a les codes, et ensuite à l'appliquer en étant sûr de ne pas faire de bêtises, parce qu'on a le code, et donc ça aide à l'utilisation de ces méthodes-là, même si ça ne remplace pas une bonne approche méthodo pour comprendre comment ça marche au début. Oui. Non, c'est pas du tout mon domaine, mais qu'est-ce qu'on sait des interactions entre tabac et exposition professionnelle, et est-ce que ça pourrait expliquer certaines, un peu le résiduel qui nous reste? Alors, pour ce qui a été regardé, la littérature elle a juste regardé amiante et tabac, parce que l'amiante est le premier cancérogène pour le cancer du poumon. Et c'est pas du tout clair. Il n'y a pas vraiment d'association, d'interaction. Quand on lit la littérature, il y a quelques études qui en retrouvent, il y a d'autres études qui en retrouvent pas, nous on n'en avait pas, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui est retrouvé de façon évidente dans tous les... Mais en effet c'est une question qu'on pourrait se poser, parce que voilà, il y a ces deux facteurs inhalés qui pourraient interagir entre eux, mais c'est pas évident du tout. Oui. Vous avez pris donc l'ordre tabac, silice, amiante, silice et diesel. Et du coup, est-ce que vous avez essayé de changer l'ordre, de voir ce que ça... Enfin, est-ce que ça changeait les ordres de grandeur, par exemple, des effets indirects ou des choses comme ça ou Je crois qu'on l'a même pas fait, mais en fait, moi, ça me semble pas, comment dire... Pour moi, le tabac est vraiment le principal facteur de risque. Et en plus, dans le domaine des inégalités sociales, c'est toujours le tabac qu'on va citer. Enfin, ça me semblait pas... c'est vrai qu'on aurait pu le faire pour regarder, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse partie des gens qui fument qui sont aussi exposés à l'amiante et à la silice. Donc si on a juste que sur l'amiante et la silice et pas sur le tabac, on a possiblement des risques qui sont plus élevés. Mais quoique non, c'est même pas le cas puisqu'on a pris le niveau d'études dedans, donc on a coupé la relation.
Donc non, on l'a pas fait, mais j'avoue que ça m'a même pas vraiment effleuré l'esprit. J'aurais peut-être dû, mais j'étais tellement partie dans le fait que voilà, il y avait un facteur de risque qui était vraiment majeur et que je partais dans l'ordre d'importance des facteurs de risque. Parce que même après, je me disais, en termes d'interprétation, que ça m'aurait semblé plus compliqué. Alors normalement, ils sont indépendants, les médiateurs, et ça on l'a bien vérifié, c'est pour ça qu'on les a regroupés, donc peut-être que ça ne joue pas, mais... Ouais, je pense que ça doit pouvoir jouer, mais disons que si ça joue pas, tant mieux. Puis, voilà. Et si ça joue, je suis pas si sûr que ce soit si simple de dire celui-ci, que c'est plus naturel de regarder dans un sens ou dans l'autre. Mais je voudrais pas bloquer le... Non, mais voilà. Après, bon, je pense que c'est très données dépendant. Je dis pas que le tabac doit toujours être pris en premier. Là, c'est parce que c'est le cancer du poumon. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que ça rappelle la décomposition des effets directs et indirects. Il y en a deux en fait. Alors quand il n'y a pas d'interaction, on retombe toujours sur les mêmes. Ça, je veux dire, ça va donner le même résultat, mais choisir entre ces deux, je vais pas y arriver, décomposition, c'est pas du tout évident. Et du coup, je pense que là, choisir l'ordre, ça revient en fait à une extension de cette décomposition, parce qu'en fait, s'il y a 3 médiateurs, il doit y avoir, si c'est que des trucs binaires, il doit y avoir 8 décompositions possibles. Là, vous en choisissez une. Je ne suis pas sûr que les 7 autres soient forcément beaucoup moins naturels. Alors, ouais. On n'a pas fait... Par contre, on a fait un modèle avec le tabac, ensuite un modèle avec tabac et amiante silice, et ensuite un modèle avec les 3. Et l'effet indirect du tabac était le même dans nos 3 modèles, et l'effet indirect de l'amiante et de la silice était le même dans les 2 modèles. C'est-à-dire que le fait de rajouter un médiateur ne changeait pas l'effet indirect du premier médiateur. Ça, on l'a regardé. Mais par contre, on n'a pas fait. Donc, je ne sais pas si ça répond un tout petit peu. Si on a ça, peut-être que... Sans doute un peu. Ouais. Je suis pas sûr. Mais oui, si. En tout cas, ça, on avait regardé quand même si le fait de rentrer un deuxième médiateur changeait complètement l'effet du premier. Et ça, c'était pas le cas. Ça a été vraiment très... Oui, donc si ça répond pas. C'était... Voilà. Je sais pas si c'est peut-être idiot comme question, mais c'est toujours les pires, les questions idiotes. Les prévalences sont très différentes entre l'exposition au tabac et l'exposition à l'amiante dans la population. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui calculent le pourcentage expliqué par médiation, mais au niveau de la population, vous tenant compte des prévalences? C'est un peu comme la notion de risque attribuable. Qui passerait de ça à un niveau... Alors là, je me retourne vers... Je connais pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça doit être possible, mais je connais pas. Voilà. Moi c'est sûr, moi je connais pas, mais... Après, peut-être que dans un an, il y aura un papier. Non, je rigole, mais c'est quand même un peu... Il y a des choses qui sortent vraiment... qui sortent très très régulièrement, quoi. C'est-à-dire que voilà, ce qu'on nous, on avait fait une revue littérature des méthodes il y a 2 ans, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en aurait plus dedans. Il y a des limites qu'il y avait 2 ans qui existaient il y a 2 ans qui n'existent plus aujourd'hui. Je crois que tu peux faire la même chose sur la partie VADS. Alors en fait, au début, je voulais même vous en parler un peu de la partie VADS. Le problème en fait de la partie VADS, c'est donc les cancers de la bouche qui ont 2 facteurs de risque majeurs, c'est l'alcool et le tabac, et ensuite il y a aussi les expositions professionnelles. Et le problème, c'est que les 2 médiateurs alcool et tabac sont liés entre eux. Donc soit on peut les prendre en compte avec la méthode dont parlait Johanna qui les prend en compte ensemble, et cette méthode-là permet de prendre en compte des médiateurs même s'il y a des relations entre eux. Mais si l'idée, ce serait quand même d'essayer de voir ce qui passe par le tabac et ce qui passe par l'alcool pour ces cancers-là. Et on bloquait sur là-dessus. Alors il paraît qu'il y a, enfin c'est pas il paraît, il y a un article qui justement permet de prendre en compte la médiation quand il y a de la corrélation entre les médiateurs qui est sorti en février, mais on ne l'a pas encore appliqué. Mais donc là, on a bloqué sur les limites des méthodes et je ne sais pas si ça marcherait de toute façon, mais on est aussi limité, ces méthodes-là ne permettent pas... Mais ce qu'il y a, c'est que normalement, c'est pas une corrélation qui pose problème, c'est un lien causal. Et donc je ne sais pas s'il y a vraiment un lien causal entre alcoolémie et tabac. À la limite, l'alcoolémie donne envie de fumer à l'instant T, mais est-ce que...
Non, il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de lien causal. Du Ou en coup, tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème. Enfin, je sais pas, mais enfin, si on n'a pas... Non, ça ne marche pas. Ce qui est sûr, c'est que ça ne marche pas. Parce que quand on a testé, puis je regarde Genève, elle me dit non, on a fait... Alors pourquoi après, voilà, moi je suis un peu limitée en stats, Genève elle comprend mieux que moi, mais on n'est pas, voilà. Après on a le design cas témoin qui nous gêne aussi, parce que ces méthodes-là, des fois il faut faire des prédictions sur le Y, et donc, alors ils proposent des poids, etc., mais c'est quand même moins stable quand on est dans du design cas témoin que quand on est dans les données. Donc voilà, sur les VADS, j'espère qu'un jour on arrivera à faire quelque chose, mais on est quand même limité par nos données, quoi. Et puis ces méthodes, elles sont bien, mais elles ne permettent pas forcément de modéliser tout type de médiateur et tout type de... Pas encore. Pas encore, oui, après dans 10 ans, sûrement que tout sera faisable.